Donc, sur ce, le gros sujet d'aujourd'hui, le décodage du mensonge. Salut Vincent. Salut Delphine aussi. Le décodage du mensonge, c'est un énorme sujet. C'est un sujet qui est très chaud depuis plusieurs décennies. Moi, je l'ai jamais abordé ni en live ni en classe parce que tout simplement, pouvez-vous juste me confirmer que l'image ne saute pas? Parce que moi, dans mon ordinateur, elle saute à toutes les quelques secondes. Si elle saute pas, ça me dérange pas pour vous. Seulement m'assurer que c'est juste sur mon ordinateur que ça fait ça. Pourquoi j'ai jamais abordé le sujet du mensonge? Parce que c'est extrêmement complexe, beaucoup plus que ce que les gens veulent se le faire croire. On a l'impression qu'on peut décoder le mensonge comme ça, puis oui, il y a des trucs pour y arriver, mais c'est vraiment un gros processus complet. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de moi ne pas enseigner ça dans mes formations, parce qu'il y a plein d'autres items, plein d'autres trucs du langage corporel qui sont plus pertinents pour de toute façon déceler s'il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal. Merci Belinda, merci Kate pour m'assurer que l'image est correcte. Je vais donc continuer moi à voir l'image sursauter, mais c'est seulement pour moi. Donc c'est ça, le mensonge c'est vraiment une grosse sphère à part entière, puis c'est complexe. J'aimerais dans le fond pour vous démontrer ça un peu. En synergologie, nous c'est un parcours académique de 3 ans qu'on doit faire à l'Institut. Dans la première année, ce qu'on voit, c'est justement des items qui sont radicaux. Bon, tel geste veut dire tel truc. Là, on fait vraiment dans la radicalité, dans l'absolu, tout en sachant qu'il faut bien nuancer ça. Ce qui arrive dès la deuxième année, on nous dit tout ce que vous avez appris dans la première année, mettez un peu ça au vidange parce que là, on va apprendre à faire des concepts avec ça. Donc là, on sort des items purs et puis on a un genre de méta-regard sur le langage corporel. On a un peu appris les lettres de l'alphabet. Maintenant, on apprend à concevoir des mots avec. La troisième année, on continue ces concepts-là. Puis j'aime à dire que le concept du décodage de vérité-mensonge est le roi des concepts, tout simplement parce que c'est le dernier des concepts, parce qu'il englobe à peu près tous les concepts et tous les items à la fois. Il faut vraiment avoir une énorme vue d'ensemble pour pouvoir se lancer dans le décodage du mensonge ou la recherche de la vérité du mensonge. Donc, c'est pour cette raison-là que vous comprendrez que moi, je ne l'aborde pas dans mes formations Synergo parce que c'est 6 jours de formation, c'est pas 3 ans. Puis vous comprendrez que c'est pas au sortir d'un live de 30 minutes que tout le monde va être un polygraphe ambulant, mais ça va vous donner quand même plusieurs outils. Sur ce, commençons donc sur le mensonge. Le mensonge, d'abord, il faut le définir parce que c'est quoi un mensonge? Moi, je trouvais les définitions assez insatisfaisantes. J'ai fouillé dans plusieurs dictionnaires, puis c'est quand même assez sommaire. Là. Définition du mensonge. La définition première est celle qui concorde le plus au sens que nous lui trouvons. Pardon. Une assertion sciemment contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. C'est véridique, mais c'est un peu incomplet. Donc, j'ai farfouillé le web et tout ce que je pouvais à la recherche d'indices. Salut les personnes qui sont rajoutées, Benjamin et Sylvie. Et puis, la définition du mensonge la plus complète, la plus satisfaisante que j'ai trouvée est, à ma grande surprise, produite par un autre synergologue, un synergologue français, qui se donne le nom du mythologue, pardon, très différent. Du mythologue, c'est un synergologue français. Donc, la définition qu'il a produite, la voici. Le mensonge est une tentative délibérée, réussie ou non, de manipuler, omettre ou falsifier une information de manière verbale ou non verbale afin d'induire chez autrui une croyance que l'émetteur considère comme fausse. Bon, ça fait une très, très, très longue phrase. En bref, le mensonge, ça doit absolument être délibéré, être un acte volontaire de duper autrui, que ce soit réussi ou non, et de façon non verbale ou verbale. Donc, dès qu'on a l'intention de duper autrui et de manipuler l'information, ce qu'on connaît comme la vérité, pour tenter de tromper l'autre, ça devient un mensonge. Ceci dit, il y a 8 types de mensonges bien connus. Ben, bien connus. Il y a le mensonge par omission, le mensonge par protection, le mensonge officieux, le mensonge mythomane, le mensonge pernicieux, le mensonge de survalorisation, le mensonge de pouvoir
et le mensonge de bonne éducation. Ça fait 8. Là, pardonnez-moi si je lis mes notes pendant le live. Justement, j'ai comme 8 pages de notes. C'est juste insensé. Ça va être très complet aujourd'hui. Donc, pour les revoir un par un très rapidement, le mensonge par omission, c'est tout simplement le fait de ne pas, de cacher des informations, de voiler volontairement une partie ou la totalité des informations. Le mensonge par protection, on pourrait dire que c'est un mensonge blanc. C'est soit pour se protéger soi, soit pour protéger l'autre. Si, par exemple, je considère que ça va me faire du tort ou faire du tort à quelqu'un d'autre, la vérité, je vais mentir par protection. Le mensonge officieux, c'est tout simplement une exactitude dont on sait pertinemment que l'inexactitude fait en sorte que ça trompe un peu l'autre sur l'information. Le mensonge mythomane, ben ça, c'est tout simplement une maladie. C'est la tendance la, à la fabulation, finalement, à simuler par le mensonge. Ces gens-là, c'est vraiment une tendance pathologique, c'est une maladie. Donc, c'est probablement le seul mensonge qui n'est pas, qu'on pourrait pas nécessairement classer comme volontaire, comme délibéré. Mais ça reste quand même un mensonge connu. Le mensonge pernicieux qui est tout simplement malveillant dans le but de nuire, de détruire, de faire du tort à l'autre. Le mensonge de survalorisation qui apparaît souvent lorsque les personnes ont une faible estime de soi et ont tendance à survaloriser, exagérer des informations. Le mensonge de pouvoir, c'est le mensonge soit par le pouvoir ou pour le pouvoir. Par exemple, le parent qui est en position d'autorité avec son enfant peut parfois mentir parce que il décide que c'est lui l'autorité puis l'enfant doit obéir. La même chose peut se produire avec les instances, la politique, le lobbying. Et ça peut être fait, ça peut tomber soit dans la catégorie de protection, parce que ça peut être fait pour protéger les individus. Par exemple, ne pas vouloir créer un mouvement de panique. On omet une partie des informations pour à grand public parce qu'on sait que ça va créer une panique. Ça peut être ça. Comme ça peut être carrément pernicieux et puis ça peut être dans le but de se faire de l'argent. Salut Delphine, salut Denis, salut Martin. Martin Poiler, salut. Euh, Puis, on termine avec le mensonge de bonne éducation, mais tout simplement le fait de rester poli. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes avec oui, Vincent, le mensonge mythopolitique. En effet, oui, dans la sphère politique, on pourrait se gâter là. Puis je reviens, Vincent, tantôt à ce que tu m'as demandé cette semaine. Euh, le mensonge de bonne éducation, ça pourrait être tout simplement, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes trois personnes, puis il y a une des deux personnes qui dit, tu sais, vous êtes une femme, as-tu vu la nouvelle coupe de cheveux à Huguette, ça y fait bien. Huguette est là, là. Les chances sont très fortes que vous ne lui disiez pas si vous trouvez la nouvelle coupe de cheveux affreuse de Huguette. Donc, dans ce cas-là, oui, ça y fait bien. Pas tellement. Mais c'est ça un peu des mensonges de bonne éducation. Ou par exemple, vous allez souper chez vos nouveaux beaux-parents, puis la nouvelle belle-mère vous dit c'était bon, hein, souper, t'as aimé ça, hein? Ben oui, mais finalement, c'était peut-être moyen. Tu sais, c'est un peu ça des mensonges de bonne éducation. Donc, on voit que le mensonge, déjà, à la base, la définition était à refaire. Et puis, les types de mensonges sont tellement variés que c'est extrêmement large, le mensonge. Maintenant qu'on a un peu mis la lumière là-dessus, est-ce que tout le monde ment? Oui, moi aussi, vous aussi. C'est sûr et certain que dans votre vie, parfois, vous mentez. Comme tout le monde manipule à divers degrés. Ça ne veut pas dire que vous êtes un menteur ou un manipulateur chronique. Ça veut dire que tout le monde ment à un moment ou à un autre. De là l'importance de un peu déceler ça. Est-ce que le mensonge est mauvais en soi? Ben, on y a un peu répondu avec les types de mensonges. Pas nécessairement. Si c'est un mensonge dans le but de détruire, oui. Sinon, ben, ça devient une question morale. Est-ce qu'on devrait être franc en tout temps, tout au long de notre vie? Moi, je ne crois pas à ça. Salut Marc-Claude. Salut Jérémy. Moi, je crois pas à ça, la franchise en tout temps. Je pense qu'il y a des moments où c'est peut-être mieux de mentir. Maintenant, c'est une question très morale, puis ça, c'est une réponse très personnelle. Ce qui veut pas dire qu'on ment à qui mieux, mais selon moi, il y a quelques moments dans la vie où c'est peut-être mieux de mentir. C'est très personnel. Question morale, encore une fois. Donc, est-ce que le fait de mentir fait de quelqu'un un menteur? Moi, ma première réponse, c'est pas nécessairement, encore une fois, parce que j'ai étudié beaucoup en communication. Puis en communication, ce qu'on dit, c'est que, ben, premièrement, notre communication est très parasitée depuis qu'on a appris à parler. On se fait transmettre ça, puis on transmet ça à nos enfants, ces parasites-là qui font partie de la communication.
comme le fait de dire que quelqu'un est bruyant. En fait, l'autre personne n'est pas bruyante, c'est que le bruit que cette personne-là fait me dérange, finalement. Donc, oui, je suis conscient que parler de cette façon-là, c'est un peu vivre dans un monde de calinours, mais ça fait que traiter l'autre de bruyant, c'est l'accuser, puis l'autre a immédiatement un mécanisme d'autodéfense. C'est toujours le fameux couple attaque-défense dont nous sommes totalement assaillis tout au long de notre vie. Donc, quelqu'un n'est pas nécessairement menteur parce qu'il ment. C'est le comportement qu'il a qui, qui est un mensonge finalement. Bon, ça reste encore une fois une question à caractère un peu philosophique. On n'entrera pas de temps là-dedans. Euh, Maintenant, là, pardonnez-moi, mes notes, j'ai pas eu le temps de les terminer. Je pense que j'aurais pu passer 2 mois là-dessus. Je vous ai dit tantôt qu'au bout de la 3e année, c'est le roi des concepts, finalement, c'est la détection du vérité-mensonge. J'ai mentionné dans le live numéro 2, qui était l'inversion d'image, le fameux mode selfie, que le synergologue doit, à terme de 3 ans, décoder une quantité de 20 vidéos et sur une proportion de 80% doit deviner si l'image est à l'endroit ou à l'envers. Maintenant, une seconde épreuve. Salut Nathalie. Une seconde épreuve que le synergologue en devenir doit faire au bout de sa 3e année, c'est la détection du mensonge. Exactement un peu sur la même structure. On se fait présenter 20 vidéos. On n'a aucun indice autre que la synergologie pour nous aider à savoir si la personne dit la vérité ou elle ment. Puis, on doit décoder à 80%, donc c'est-à-dire au minimum 16 vidéos sur les 20 à dire si c'est la vérité ou un mensonge qui est induit. Donc, on voit que finalement, c'est pas de l'intuition, c'est pas de l'ésotérisme. Il y a vraiment des points à aller chercher, mais il faut se former convenablement. Ceci dit, je pense que les synergologues font partie des gens qui sont les mieux équipés parmi la poignée de personnes au monde pour déceler le mensonge de façon objective, parce que tout le monde le décèle un peu de façon intuitive. Je pense que vous le savez tous un peu lorsque quelqu'un vous bullshit en plein visage, mais maintenant, s'armer de façon... salut Stéphanie, de la Suisse ou la Suède, je suis tellement pourri en termes de drapeau que je ne sais pas. Euh, donc, c'est ça. De façon rationnelle, c'est autre chose. Donc, le synergologue est quand même très bien outillé à ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les politiciens et compagnie ne sont pas formés en synergologie. Ils ont ce qu'on appelle des gestionnaires d'images. Pour faire une courte parenthèse, parce que je sais que la politique est très en vogue actuellement. Suisse, pardon. Salut Stéphanie de Suisse. Stéphanie qui est synergologue aussi en passant. Donc, les gestionnaires de l'image qui vont faire chez les politiciens, ils vont dire, par exemple, la distance à laquelle se tenir des gens. Ils vont leur dire de ne pas bouger trop parce que chaque fois qu'ils bougent, ils dévoilent des informations. Ils vont leur dire de faire attention de ne pas dévoiler trop d'informations de façon verbale, donc des réponses courtes, brèves, le moins tranché possible, toujours vague. Donc, c'est ça des gestionnaires de l'image. Mais en aucun cas, ils ne sont formés en synergologie. Si oui, c'est très rare parce qu'on est environ 300 synergologues dans le monde. On se connaît à peu près tous, puis on n'en fait pas vraiment des contrats pour les politiciens. Un peu malheureusement la même chose pour les enquêteurs policiers. J'ai une collègue Christine Gagnon, qui a fait beaucoup de formation dans le corps policier. Pour des raisons X, ça a cessé dans les dernières années, mais il y a peu d'enquêteurs qui sont formés à la synergologie. Donc, ce qui fait un peu des synergologues nécessairement euh, une partie je veux pas dire de l'élite, là, des gens qui sont le mieux outillés, armés pour décoder le langage corporel. Puis pourquoi est-ce que, pas le langage corporel, pardon, la détection du mensonge. Pourquoi je dis ça? Parce que le mensonge, c'est souvent des non-dits. Ça passe souvent par le non-verbal, justement. Et c'est ce que le synergologue fait à plein temps. Donc, il faut réaliser que c'est pas nécessairement toujours verbal, le mensonge. Le mensonge le menteur se sort toujours de ses mensonges par des pirouettes verbales, justement. Les manipulateurs sont très forts là-dessus. Donc, il faut aussi axer sur le non-verbal. Donc, pour poursuivre, encore là, je dis que les synergologues sont probablement le mieux outillés parmi la poignée de gens qui sont aptes à décoder le mensonge dans le monde. Sauf que il y a un point qui est super important. Le titre, peu importe le titre, n'est en aucun cas un gage de compétence. Que vous soyez naturopathe, synergologue, mécanicien, dentiste, c'est pas parce que vous avez un titre que vous êtes nécessairement très compétent.
Puis là, ben, dans les domaines, selon l'individu et son approche, l'application dont il fait de sa matière, ça fait en sorte qu'il est plus ou moins compétent que d'autres. Donc, c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est synergologue qui est super fort en mensonge, en détection du mensonge, parce qu'il faut aussi avoir une bonne attitude là-dedans. En fait, la détection du mensonge, je considère que c'est ni une expertise, ni un art, mais la conjugaison des deux. Parce qu'il faut avoir aussi l'attitude mentale qui va avec ça. C'est beau de... Si, par exemple, quelqu'un va suivre son cours de synergo, au bout de 3 ans, bon, il est apte à décoder le décodage du mensonge, mais il y a une attitude mentale qui fait en sorte qu'il cherche des menteurs, puis finalement, il se pense un peu au-dessus des autres, puis il pense qu'il peut devenir lire dans les pensées des gens, etc. Ce genre d'attitude-là ne colle pas du tout avec la synergologie, ce qui ferait en sorte que cette personne-là serait auto-biaisée finalement. Des biais, il y en a, on va en parler dans quelques minutes. Puis, j'aimerais terminer avec le fait que, comme j'ai déjà dit, c'est le questionnement qui doit apporter un aveu. Parce que pas d'aveu, pas de preuve. Donc, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les formations que vous voulez, synergologie incluse. S'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuve. Donc, ça ne reste qu'une théorie. De là, il faut être très, très, très conscient des enjeux et des biais. Mais le questionnement, ça se travaille. Donc, c'est le questionnement adroit par rapport à ce qu'on voit qui va permettre d'arriver à un aveu ou pas. Ensuite, il y a toujours le contexte à prendre en considération, la gravité de l'enjeu, la nature de la relation. Il y a quelqu'un qui me demandait cette semaine, quand il a vu le titre de mon live passer, et il me parlait en privé, puis il me disait, bon, si ça veut dire que si j'émets mes doutes chez l'interlocuteur que je crois menteur, la personne, si elle est en confiance, elle devrait nécessairement avouer sa faute, son crime, son mensonge. C'est faux, c'est vrai et c'est faux. En fait, la stratégie doit s'adapter à chaque personne, chaque individu, selon justement la gravité de la situation. Les enjeux sont très différents. Il y a une grosse différence d'enjeux. Bon, mise en contexte. Chez la famille Castonguay, il n'y a pas de conséquences quand l'enfant ment vraiment. Les enfants sont assez libres de faire ce qu'ils veulent, donc l'enfant ne sera pas vraiment puni. L'enfant qui va voler un biscuit dans la jarre à biscuits avant le souper n'aura pas vraiment de conséquences. Donc, si le parent le confronte, l'enfant, il y a des bonnes chances qu'il mente. Ou pas, parce que justement, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à mentir parce qu'il n'y a pas de conséquences. Chez la maison voisine, l'éduquette, il y a une discipline qui est extrêmement inculquée. On ne doit pas, justement, manger des biscuits avant le souper. Donc, le petit Thomas, qui a 8 ans, qui a volé un biscuit avant le souper, si son père, qui est très autoritaire, va le confronter, ben là, il y a un enjeu qui est énorme, parce que lui, il sait qu'il va être puni probablement pendant une semaine parce qu'il a volé un biscuit dans le genre à biscuit avant de souper. Donc, il ne veut pas se faire prendre, évidemment. L'enjeu est plus gros. C'est la même situation, là. Des personnes différentes, même situation. Ensuite, il y a aussi une différence selon le crime en tant que tel. Il y a une différence entre voler un biscuit et faire un meurtre. Donc, c'est probablement plus facile de faire avouer à quelqu'un qui a volé un biscuit avant de souper que de lui faire avouer un meurtre. Donc, c'est pour ça que la stratégie doit s'adapter selon l'individu, selon justement le langage corporel. Je pense que c'est la plus belle arme qu'on a, le plus bel outil qu'on a pour s'adapter. On doit adapter notre questionnement à ça. Mais dans tous les cas, c'est la mise en confiance qui a le plus haut taux de succès. Moi, j'ai écouté vraiment beaucoup d'interrogatoires policiers sur des meurtriers, en fait. Puis les interrogatoires sont très, très, très loin d'être comme on pense, comme bad cop ou des trucs qui durent 15 minutes puis un aveu. C'est pas ça du tout. Là. On est dans le 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'interrogatoire. Puis ce que je vois à chaque fois qu'il y a des aveux, moi, de ce que j'ai vu, c'est que l'enquêteur est capable de mettre le suspect, le coupable, en confiance. Puis lorsqu'il y a une grande confiance qui s'établit, à un moment donné, à force de fatigue, bon, le coupable avoue son crime, mais c'est en aucun cas en confrontant qu'on va avoir la vérité. Bon, j'abrège parce que là, on veut entrer dans les signes à un moment donné. En fait, là, je vais être plate, il n'y a pas de signe de mensonge en tant que tel. Il n'y a aucun signe qui est attribué. On ne peut pas dire ça, c'est attribué au mensonge. On va voir que oui, il y en a, mais il faut sortir de cette mentalité-là. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des non-concordances corporelles, il y a des bizarreries, des illogismes, des non-cohérences entre le verbal et le non-verbal, et puis c'est ça qu'on veut détecter. Mais c'est pas un signe égal mensonge.
Donc, je vais y aller tout de suite avec les mythes, dans le fond. Est-ce que vous avez des mythes, vous, que vous avez entendus lorsqu'une personne fait tel truc, la personne ment? Moi, j'en ai deux en tête, là, mais je veux voir si vous en avez d'autres. Donc, marquez-moi ça, ceux qui en ont. Moi, ce que j'entends pour ma part souvent, c'est quelqu'un qui se gratte le nez et est un menteur, finalement. C'est très faux. J'ai parlé dans le premier live, je crois, que dans la zone du nez, uniquement, on a 15 points pour se gratter. Bon, bravo Valérie, se toucher le nez. Bon, dans la zone du nez, en synergologie, il y a 15 points différents qui sont classifiés, répertoriés, bien définis et qui ont une signification très différente dans les micro-démangeaisons. Donc, ça part du rejet à l'image de l'autre me dérange, à j'aimerais en savoir. Vous voyez que c'est très, très, très différent. Donc, ne pas être en synergologie fait en sorte que, justement, lorsqu'on croit à ces mythes-là, ah, la personne s'est gradée, je pense qu'elle ment. Pas du tout. Il y a aussi les yeux. Les yeux, moi, j'ai entendu lorsque la personne fuit ton regard, c'est qu'en fait, elle est menteuse. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un peut fuir le regard, ne serait-ce que l'introversion ou quelque chose dans le champ de vision qui passe, ou la nature de la relation qui est trop autoritaire pour la personne, ou la condition, la nature de personnalité de la personne qui est interviewée, qui se sent souvent en faible estime, peut avoir tendance à fuir le regard aussi. Ce ne sont en aucun cas des signes de mensonge, ce sont des bravo, il y a vraiment beaucoup de personnes qui auraient dû, oui, c'est ça, détourner le regard, se gratter la tête. En fait, les micro-démangeaisons, quelles qu'elles soient, ce n'est pas attribué nécessairement au mensonge. Il y en a une qui est à classer un peu à part, qu'on voit dans les cours, je veux pas la nommer parce qu'il faut être formé, là. Mais les micro-démangeaisons, il y en a environ 150-200 sur au complet. Puis il y en a une seule à laquelle je pense qui est plus typique du mensonge. Puis encore là, c'est très, très, très nuancé. Donc, ce gratter, ça fait pas vraiment partie de ça, mais justement, c'est un mythe. Euh, on a fait nettoyer la maison, on a plus de mythe du tout. L'allègement des bras, Stéphanie, oui, en effet, Stéphanie, j'ai live, mon deuxième live, là, 2-3 semaines. J'ai parlé beaucoup du croisement de bras, mais en effet, je disais justement que c'était pas un signe de fermeture nécessaire. Le clignement des yeux, Nathalie, c'est très intéressant. Le clignement des yeux, c'est énorme, c'est un monde en soi. Là. Il y a plein de façons de cligner des yeux, il y a plein de moments auxquels c'est bizarre ou de cligner des yeux, plus, moins, avec plus de contrôle, de façon plus contrôlée, vigilante. Est-ce qu'il y a une tension musculaire dans le clignement des yeux ou pas? Bref, c'est un monde en soi, mais ce n'est pas nécessairement un signe de mensonge. Se toucher derrière la tête, même chose, fuir le regard. Quand on se gratte le lobe d'oreille, c'est qu'une information passe durant la conversion et nous y sommes réticents par rapport à ça. Oui et non, je dirais que c'est une fausse perception. Parce que gratter le lobe d'oreille, c'est une contrariété, premièrement. Premièrement, il faut que ce soit une micro-démangeaison. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que le live va durer 3 heures sinon. Mais je dirais que c'est plus un mythe parce que la signification est autre que celle. La direction de la bouche, ben Nathalie, tu as partie parce que la bouche est extrêmement intéressante en situation de mensonge, sauf qu'il faut être formé, malheureusement. Puis la bouche, c'est un mot en soi, c'est énorme. Pincer ses lèvres, ça va dans le même contexte. La tête dit le contraire du non. Quand on dit oui, oui, ça, c'est quand même un signe, Nathalie, qui est. Parce que hier, justement, j'écoutais la télé et quelqu'un a dit non. Ça, effectivement, on peut pas dire que c'est un mensonge, mais c'est une incohérence entre le verbal et le non-verbal. Le ton, ben oui, le ton de la voix, ça peut en être. Bon, arrêtez de les lire parce que il y en a beaucoup qui pensaient. Déglutir, Normand dit déglutir. En fait, c'est un signe de malaise, déglutir. Pas tout le temps, ça se peut aussi qu'on ait la salive, comme je viens de le faire là, mais ça peut aussi être un signe de malaise. Donc, est-ce que le malaise est un mensonge? Pas nécessairement. On va voir ça tantôt. Donc, je suis. Mouvement involontaire des sourcils, non, pas du tout. Vraiment, c'est attribué à d'autres choses. Parce qu'en fait, les mouvements involontaires, on en fait sans arrêt. J'en fais depuis le début du live, en avoir fait quelque chose comme 5000, puis c'est tout involontaire. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est que le mensonge, c'est cognitif. C'est là où il y a beaucoup de gens qui se trompent, c'est qu'on pense que le mensonge, on pense qu'il est émotif. Ça vient des émotions, de la sphère émotionnelle. En fait, c'est très, très, très cognitif. Le traitement
d'information lors du mensonge, lors de la production du mensonge, est extrêmement exigeant. Là, pour ceux qui sont intéressés, marquez-moi, j'ai même monté un document d'une page qui explique, qui dit un peu les étapes à suivre par le cerveau lorsqu'on est en production de mensonges. Pour les qui sont intéressés, marquez-moi moi ou document, puis je vais vous envoyer la page Word. Comme vous allez halluciner à quel point c'est extrêmement exigeant pour le cerveau. Et ça, ce qui est marqué dans cette page-là, ça se passe à l'intérieur d'une seconde. Moins d'une seconde, tous ces processus-là mentaux sont faits. Donc, déjà, sachant que le mensonge, c'est cognitif, c'est pas émotionnel, c'est dans le cognitif, on doit le confronter, aller le chercher, user de l'étonnement pour un peu un peu la personne dans son traitement cognitif. C'est difficile de mentir parce que lorsque je mens, je dois faire deux choses. C'est déjà très difficile. On me concentre à mentir, à créer une histoire. En fait, créer une histoire, c'est un collage de 95% de vérité et 5% de mensonge. Parce que je dois aller chercher des choses qui sont plausibles, que l'autre va croire. Donc, je vais chercher des preuves, soit que j'ai déjà vécu dans d'autres situations, soit que d'autres ont déjà vécu, et puis je colle ça avec, par exemple, la date sera pas la bonne, ou la personne qui était là sera pas la bonne, le mouvement effectué sera pas le bon. Mais je colle ça avec un petit colmatage de 5% de mensonges. Mais en grande partie, c'est une vérité décousue, qu'on recouvre avec 5% de mensonges. Donc, la personne qui ment doit non seulement produire son mensonge, qui est très exigeant, mais en plus, elle doit vérifier si vous gobez son mensonge. Donc, elle est très, très attentive, très à vos réactions finalement, le verbal et le non-verbal. Parce que si je me rends compte que si je vous soumets un mensonge et je me rends compte que vous ne me croyez pas, je vais en ajouter. Si vous me croyez, la boucle, je souhaite que ça passe comme dans du beurre. Donc, c'est très, 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 très bon, je vais entrer avec les principes qui sont un peu les principes de la détection du mensonge. Donc, pour le mensonge, on travaille plutôt avec des principes, des concepts que des items. Dans ces concepts-là, il y a comme 4 grandes sphères, si on veut, sans nommer la totalité de la chose. Les 4 grosses sphères, bon, Nicolas me dit qu'ils vont partager sur leur YouTube. C'est vraiment gentil, Nicolas. Institut Neuroperformance et assembler les segments. Merci beaucoup. Donc, les 4 grandes sphères, une par une, des principes, des concepts, en fait, c'est 4 concepts qui permettent de un peu décoder le mensonge ou d'associer des attitudes corporelles à la production de mensonges. Donc, re-salut Mélanie. Donc, on dit que le premier concept, c'est le mot, c'est actif, là, c'est les yeux. Les yeux ont pour fonction mécanique de regarder l'environnement extérieur et lorsqu'on cligne des yeux, en fait, on recompose l'univers extérieur, puis on se fait une image mentale de ce qui vient de se produire à l'extérieur. Donc, déjà en partant, penser que les clignements d'yeux sont uniquement pour lubrifier les yeux, c'est une erreur, c'est erroné. Il peut avoir un peu de ça, mais c'est vraiment beaucoup plus pour reconstruire l'univers extérieur et l'amener, ça va faire une map mentale de ce qui se passe à l'extérieur. Entre autres. Donc, ce qu'on dit, c'est que dans le mensonge, puis là, dans le fond, dans la fonction mécanique des yeux, les yeux se déplacent d'un objet à un autre. Là, ce qu'on dit, c'est que la focalisation, c'est de regarder un objet de façon fixe et la défocalisation, c'est de regarder d'autres objets et de revenir, par exemple, à son interlocuteur. Donc, si je regarde mon verre d'eau ou je regarde des trucs là-bas, puis je reviens vers vous, ça, c'est une défocalisation. Oups, focalisation, je reste sur un objet ou vous, l'interlocuteur. Donc, on départage défocalisation et focalisation, mais dans tous les cas, aussi, ça peut être actif. Ça veut dire qu'il n'y a plus de clignement d'yeux. La personne est en hypervigilance. Et puis là, on ne parle pas d'un état d'être dans la Lune, par exemple. Sujet un autre vidéo peut-être. Donc, si je ne cligne pas des yeux et que je ne suis pas dans la Lune, c'est que je suis hyper vigilant. Je suis très, très, très à l'affût de ce qui se passe là. Puis, en fait, je ne veux rien manquer de ce qui se passe. Donc, c'est une hypervigilance. À l'inverse, cligner des yeux de façon très naturelle, très, très douce, sans tension musculaire,
comme je l'ai fait depuis le début du live, c'est qu'il n'y a pas d'hypervigilance. Donc, le mot actif, c'est que peu importe qu'il y ait une focalisation, que la personne vous regarde ou qu'elle regarde ailleurs, lorsqu'elle cesse de cligner des yeux et que vous doutez qu'elle est en production de mensonges, c'est un des signes, un des concepts qui fait en sorte que ça peut être lié au mensonge. Donc, finalement, ça, c'est tout simplement de dire que le menteur, je l'ai dit tantôt, il doit être hyper vigilant. Il doit vérifier si vous gobez son mensonge. Donc, lui, il produit un mensonge et puis il doit vérifier si vous le gobez. Puis ça, par la force des choses, ben, c'est visuel. Il veut voir si votre langage corporel croit, peu importe ce que vous dites, à ce qu'il dit. Donc, le fait de vous fixer, c'est un des concepts qui fait partie du gros concept de mensonge. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la cognition incarnée, ce qui est en anglais l'embodiment. Mais je préfère cognition incarnée, c'est pas tout à fait l'exactitude de traduction. Mais la cognition incarnée, ce que ça dit, c'est que si j'ai vécu quelque chose, mon corps s'en souvient, peu importe c'est quoi. Donc, moindrement qu'il y a des éléments physiques, puis même s'il y en a pas, là, même si je lis un livre, c'est la même chose. Si j'ai déjà vécu quelque chose, mon corps s'en souvient et lorsque je vais le raconter, mon corps va le raconter en même temps que ma bouche. Donc, le non-verbal, le langage corporel, va fitter avec le langage verbal. Ce qui fait en sorte que, là, vous voyez depuis tantôt, bon, non, ça c'est un mauvais exemple. Mais si, par exemple, quelqu'un vous relate qu'il y a eu un accident de bicyclette, puis là, il vous raconte ça, puis là, il dit, je me promenais, puis là, j'ai pogné une roche à un moment donné, j'ai passé par-dessus le guidon, puis tu sais, il vous mime un peu la situation, là. Ça, c'est vraiment que le corps s'en rappelle et il vous relate le, l'incident ou l'événement de façon corporelle en même temps que le verbal. Donc, ça concorde très bien. Ce qu'on dit, c'est qu'en production de mensonges, en fait, c'est que le verbal concorde souvent ou tente de concorder. Puis le langage corporel ne fit pas parce que comme on ne l'a pas vécu, c'est pas à l'intérieur du corps. Donc, au lieu de dire j'ai passé par-dessus le guidon et de le mimer comme si ça m'était arrivé, la personne va avoir plus tendance à faire j'ai passé par-dessus le guidon, à le faire en deux dimensions finalement, en avant d'elle, toujours tout est en avant. Puis là, elle fait comme si elle parlait d'un événement extérieur qui ne lui appartient pas. Au contraire que mettre les choses alentour de soi, puis on est au centre du récit. Ça, c'est le deuxième concept. Euh, le troisième concept, c'est les occurrences corporelles. Les occurrences corporelles, c'est un mouvement qui pourrait être considéré comme un tic ou une manie, pardon, un mouvement corporel qui revient, et puis à cause qu'il revient dans la production de mensonges, devient suspect, parce que ce mouvement-là n'est pas effectué en temps normal chez cet individu-là. Donc, c'est une occurrence corporelle. Et puis le dernier, c'est le rythme du menteur. Le rythme, lorsqu'on parle du rythme, c'est le rythme corporel. Donc, la personne peut être monorythme ou rythmique, pardon. Pensez un peu à un drummer. Bon, je sais pas c'est quoi en français, là, mais un batteur sur une batterie. Là. Bon, le drummer, plus sa composition est complexe, moins il va être capable de faire quelque chose d'autre en même temps. Plus c'est simple, un petit beat, un petit tempo simple, plus il va être capable de discuter en même temps ou de regarder d'autres choses ou d'écouter d'autres choses. Puis ça, ce concept d'attention-là, en fait, on dit que c'est le capital d'attention. Tout le monde a un capital d'attention qui est, admettons, 100. Bon, on met un nombre là-dessus. Ce capital-là se divise, peu importe le nombre de tâches ou la difficulté des tâches, mais il ne peut pas se diviser au-delà de son capital qui est, admettons, de 100. Donc, vous pouvez faire deux tâches qui requièrent 50 admettons, de votre capital d'attention, mais vous ne pouvez pas faire une tâche qui est 50 et 60. Ça fonctionnera pas. Ça exige trop d'attention, c'est trop difficile. Je vous mettrais bien au défi de faire l'opération mentale mathématique 17 fois 24 en même temps que vous tournez à gauche sur un feu vert. Mais je vous dirais pas de le faire. Je vous fais pas du tout un défi là parce que c'est sûr que vous prenez un accident. Il va se passer quelque chose là. C'est beaucoup trop difficile. Là, on parle pas de 1 plus 1, c'est trop facile. Ou tourner à droite sur un. Tu sais, c'est moins compliqué que tourner à gauche sur priorité ou pas. Là, il faut vérifier partout. Il y a trop de trucs à gérer. Donc, le rythme corporel, ce qu'on veut dire, c'est que le menteur, s'il y a un rythme, sera monorhythme. Donc, c'est un rythme qui est facile. Le menteur peut faire ça
mais il peut pas faire 12 affaires en même temps. Il peut pas préparer le souper, puis faire une recette à tout casser, là, puis vous raconter un mensonge qui est complexe. Donc, c'est trop demandé. Donc, ce qu'on dit aussi, en plus que le menteur est souvent monorhythmique, c'est que en plus, ça arrive que le menteur va changer de rythme. Donc là, on parle de, il y a des menteurs qui, puis là, quand je dis des menteurs, c'est pour les besoins de la cause. Là, je ne traite personne de menteur, mais la personne qui ment, ça va être plus facile de dire dans le live, le menteur. Donc le menteur a souvent tendance à soit être immobile et faire le moins de mouvements possible pour un peu s'effacer, puis de toute façon, il est tellement concentré qu'il est plus là corporellement. Là, ou être dans le surjeu, dans la surparticipation. Ça veut dire que soudainement, la personne met beaucoup plus de détails que le client demande, puis c'est ça, on en met plus que le client demande finalement. Donc, la personne peut passer d'un à l'autre. Elle peut passer d'une personne qui a des réponses brèves, puis lorsqu'elle s'aperçoit que vous ne le croyez pas, seulement avec un mouvement de sourcil qui est, tu sais, vous qui le regardiez comme ça, oh, une incrédulité, puis là, tout à coup, elle va se mettre à déballer un paquet de détails alors que vous lui avez rien demandé, puis qu'elle n'en donnait pas avant. Donc ça, vous allez vous rendre compte que lorsqu'elle donne des détails, ce sera pas seulement verbal, ça va être aussi dans le rythme du corps. Donc, elle peut passer d'une personne qui est immobile à dans le surjeu, la participation, puis mettre plein de détails et revenir à immobile et comme ça se promener. Donc, c'est soit monorythmique ou la personne est très saccadée dans ses rythmes. Contrairement à la personne qui ne produit pas un mensonge, la personne qui produit pas un mensonge est pas dans l'effort. Jamais. Parce que c'est pas une exigence cognitive de dire la vérité. Là. Ça sort comme si c'était facile, peu importe quelle est l'histoire. Donc, la personne peut justement se permettre de faire plus de trucs en même temps et d'avoir un rythme corporel qui est beaucoup plus fluide, moins saccadé, moins sec. Les mouvements sont moins rectilignes. Ça, c'est un peu les 4 concepts du mensonge. Bon, on a fait une page sur 8, mais le reste, c'est plus abrégé que ça. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu toutes les questions du premier live. Ça, c'est très dommage. Parce que habituellement, je réponds aux questions après le live. Bon, donc. D'autres signes qui sont un peu associés au mensonge, mais qui ne font pas partie de ces concepts-là, on dit que lorsque les gens font des gestes bilatéraux, c'est-à-dire systématiquement des deux mains, mais de façon symétrique. Donc, lorsque je parle avec mes deux mains, je gesticule comme ça, toujours avec mes deux mains en parlant. On dit que c'est une personne qui tente à ce moment-là, qui est un peu plus dans la tentative de convaincre son interlocuteur, que ce soit conscient ou pas. Donc, c'est pas nécessairement du mensonge, mais ça fait un peu partie des trucs à observer peut-être chez les gens. Euh, ensuite, pardon, j'étais distrait. Blablabla. Ah, ça, c'est quand même assez intéressant. Lorsqu'il y a deux personnes à convaincre, le menteur va soit avoir tendance à passer d'une personne à l'autre en fuyant la personne des deux qui est la plus intimidante ou à carrément être hyper vigilante envers cette personne-là. Là, si vous voulez une anecdote, lors de ma troisième année, en fait, on avait un exercice qui c'était pas vraiment noté, c'était pour se pratiquer. Les directeurs de l'exercice, qui étaient en fait les directeurs de l'Institut, si vous voulez, de synagogie québécois, ont fait venir un peu inconnu, lui ont donné 50 $, lui ont dit, tiens, je te donne 20 $, va au dépanneur dans le mail, va acheter ce que tu veux à l'intérieur de 20 $, puis tout ce que tu dois faire, c'est mentir ou pas sur quelque chose que tu as acheté. Puis là, nous, on est deux enquêteurs dans une pièce, on sait absolument pas ce qui est dit, tout ce qu'on nous dit, c'est il y a quelqu'un qui, on lui donne 20 $, il va acheter des trucs. Devinez s'il y a un mensonge ou pas dans ce qu'il va vous raconter. Puis là, la personne arrive, puis on a 10 ou 15 minutes avec pour le cuisiner un peu, en fait. Puis bon, donc on était deux. J'avais un collègue apprenti synergologue, mais on est quand même avancé dans le parcours. On arrive à la fin. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, moi et mon collègue, on a décidé que finalement, la personne disait qu'elle avait acheté tel truc, mais avec un questionnement ciblé. On a découvert que, ben là, premièrement, il a dit, j'ai regardé un paquet de gomme, mais je l'ai pas acheté, je l'ai remis là. Mais dans sa gestuelle corporelle, il nous indiquait clairement qu'il l'avait acheté, le paquet de gomme, puis qu'il l'avait même sur lui. Puis là, premièrement, on n'avait pas accès au contenu de ce qu'il avait acheté. Là. Donc, on en est arrivé d'un accord mutuel, moi et mon collègue, à dire que cette personne-là
avait acheté un paquet de gomme alors qu'elle disait qu'elle ne l'avait pas acheté. Et puis, c'était ça son mensonge, on avait eu raison. Puis, lui, à la fin de la vidéo, il s'est fait interviewer, puis on lui a demandé comment il avait trouvé son expérience. Puis ce qu'il a dit, c'est que il a dit le petit dans le coin, là, puis c'était moi, le petit à tête rasée dans le coin, là, je le trouvais super intimidant, puis et il m'en donnait des sueurs, là, tellement on aurait dit qu'il me jouait dans le cerveau, là, c'était son dire à lui, tu sais. Puis en effet, cette personne-là, elle avait choisi comme stratégie de ne jamais me regarder. Parfois, elle me jetait un regard, mais elle regardait toujours mon collègue qui, pour lui, était moins intimidant. Je sais pas pourquoi il a décelé que j'étais intimidant, parce qu'en fait, je parlais moins que mon collègue, mais c'est peut-être justement pour ça, parce que je parlais moins, puis j'avais des questions un petit peu plus incisives pour lui qui le mettait un peu dans le trouble finalement. Mais donc c'est ça, tout ça pour dire que la cognition incarnée, à cause de la gestuelle corporelle, on a fini par deviner, par avancer comme théorie que, parce que là, on ne l'a pas traité de menteur, on a avancé une théorie que, selon nous, le paquet de gomme, il l'avait acheté finalement. Non seulement ça, mais il l'avait sur lui. Puis c'était ça, finalement. Donc, petite anecdote. Sinon, le menteur est atteint temporairement, parfois, de surdité. Donc, la personne est tellement dans son truc de mensonge, est tellement dans l'attention de si l'autre gobe mon mensonge ou pas, que momentanément, lorsque vous lui parlez, quoi? Puis là, en plus, ça lui permet de gagner du temps, puis de faire fouiller dans ses trucs. Donc, la surdité fait parfois partie du mensonge. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon, l'attention plus plus, on l'a dit. Les rires intempestifs, ça fait partie du surjeu. On dit que quelqu'un qui rit too much, c'est souvent associé au mensonge. Pas tout le temps, parce qu'il peut y avoir du malaise aussi là-dedans. Mais ça fait partie de cet amalgame-là. Trop de gentillesse, trop de sourire, même chose. Les sourires, je l'avais pas marqué, mais faut faire la différence entre un vrai et un faux sourire. Et puis, savez-vous quoi? Ça va être le sujet du prochain live, pardon. Je vais pas le nommer ici, mais le vrai ou le faux sourire. Donc, évidemment, le faux sourire fait un peu partie du mensonge parfois. Donc, c'est à mettre dans cet amalgame-là. Mais sur ça, je vais décider de faire la différence entre un vrai ou un faux mensonge pour le prochain live. Si vous avez des idées, marquez-les tout de suite pour des prochains lives. Parce que comme j'ai dit le dernier live, des lives comme ça, il n'y en aura pas 2000. J'ai pas l'intention de faire ça pendant 5 ans, ni un an, ni 6 mois. Donc, d'ici quelques semaines, je devrais commencer à penser à arrêter. Pourquoi? Parce que, bon, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné quand quelque chose est bon. Là, s'il y a un certain succès, un certain intérêt qui est manifesté par vous, je pense que c'est le temps d'arrêter avant d'avoir 4 personnes qui écoutent le live par semaine. Tu sais. Un peu comme une petite série télévisée où est-ce qu'on décide de continuer pendant 8 saisons ou on arrête à la troisième parce que c'était encore bon. Je veux faire ça dans cette optique-là. Et deuxièmement aussi, j'ai pas l'intention non plus de donner la totalité du contenu de mes formations de 6 jours en live, là, ce qui serait complètement contre-productif. Ça m'intéresse de donner de la gratuité, ça me fait très plaisir. De là, de 6 jours entiers, c'est un peu imbécile. Puis c'est indigeste, puis on n'est pas dans la même ambiance qu'une formation non plus. Donc, les lives, faut garder ça plus léger. Qu'est-ce qu'il y a ensuite que je voulais dire? Bon, donc, si vous avez des idées, allez-y fort pour des sujets de live. Sinon, bon, dans le mensonge, il y a souvent des gens qui cachent les doigts. Ça, c'est le mensonge par omission. Là. Je veux pas parler de tel truc. Là, les doigts, ils ont une signification, mais capotez pas avec ça. On tombera pas dans la suranalyse. C'est seulement que nous, moi, je le mets dans l'amalgame à regarder. Ensuite, bon, les billets, les fameux billets. Il faut parler de ça parce que là, on a parlé de plusieurs signes du mensonge associés au mensonge. On va continuer d'en parler, mais il faut aborder le sujet des fameux biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est en fait la distorsion de la réalité par notre propre cerveau. Notre perception des choses fait que on se représente mal la réalité. En fait, donc, c'est une interprétation qui n'est pas la réalité. Donc, nous, ben, premièrement, il y en a vraiment plusieurs dizaines des biais cognitifs. Là. Il y en a plus de 50. Mais nous, on est invités à être plus vigilants face à 9 de ces biais-là. Puis moi, j'ai choisi de vous en présenter 4 qui sont très, très, très importants dans la détection du mensonge. Parce que vous savez, le mensonge, finalement, dire que quelqu'un est menteur ou pas, c'est une énorme responsabilité. Ce serait très, très, très égocentré, égoïste de penser que
Nous, on est qui finalement pour juger que l'autre ment ou pas? Bon, donc quand on se forme, on a des outils, c'est intéressant, mais tant qu'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuve. Donc, il faut rester à l'affût de ces biais-là. Puis même lorsqu'on a pas des preuves, mais des indices, ça peut être nous qui nous les créons, ces indices-là. Donc, justement, j'aimerais parler de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est en fait, si je pense que l'autre personne ment, je vois un menteur. Je fabrique un menteur en avant de moi parce que je suis convaincu qu'elle ment déjà avant de l'avoir interviewé. Ou même lorsque ça arrive, pouf, je tombe avec un préjugé. Ah, d'après moi, ment, je vais commencer à questionner. Je me fabrique un menteur. Là, je commence à aller me chercher des items comme ceux qu'on a parlé aujourd'hui pour les coller à mon idée que je m'étais faite à la base, qui est très, très, très inadéquat et surtout très non professionnel. Sinon, il y a l'effet Othello. Bon, l'effet Othello, c'est à l'inverse. Si vous me questionnez, j'ai l'impression que vous me prenez pour un menteur. Je me mets à faire émerger des signes de mensonge parce que je me sens mal. Puis là, finalement, je me mets quasiment dans la tête moi-même que je suis un menteur. Puis là, il y a plein de signes qui émergent. Je suis en hyper vigilance tout à coup. Puis là, bon, il y a plein de trucs comme ça. Puis là, pouf, vous me prenez pour un menteur parce que moi, je pensais que vous me preniez pour un menteur alors que c'était faux. C'est un autre biais cognitif, un effet finalement. Il y a le biais d'expertise. Ben, le biais d'expertise, la personne qui est formée au décodage du non-verbal peut justement se biaiser en disant c'est moi qui sais. Moi, j'ai appris que tel truc, ça faisait partie du mensonge. Je suis apte à décoder le mensonge, donc j'ai décidé que toi, tu mentais pas, toi, tu mentais dans cette occasion-là. C'est un biais d'expertise. Moi, je suis très à l'affût de ça. Je pense que vous commencez à le voir aussi avec mes discours qui sont très, très, très nuancés finalement, qui sont vraiment pas dans la radicalité. Ensuite, on a le biais d'étrangeté, le dernier dont je voulais parler. Bon, l'autre a l'air bizarre, il doit mentir. Ça, c'est le biais le plus commun pour les gens qui ne sont pas formés. Aussitôt qu'on a une impression que l'autre est bizarre, pouf, d'après moi, il ment. Donc, on lui appose une étiquette de menteur alors qu'il peut être étrange seulement parce qu'il est mal à l'aise pour mille et une raisons. Donc, les mythes, on en a déjà parlé tantôt. Ça aussi, ça aussi. Bon, les clignements d'yeux, Nathalie, es-tu encore avec nous? Je vais aller voir. Nathalie. Non, on dirait qu'elle est plus là, Nathalie. Bon. Euh, Nathalie, tantôt, parlait des clignements d'yeux. Les clignements d'yeux, c'est un module en soi, à part entière, donc on va pas toutes les nommer. Mais les clignements d'yeux, ça fait un peu partie du mensonge. Bon. On dit que, dans le fond, quand je raconte un bobard, quand je produis un mensonge, je cligne beaucoup moins des yeux. Et puis, soudainement, lorsque mon mensonge est fini et que la personne me pose une question, je me mets à cligner beaucoup plus des yeux. M'entendez-vous toujours? Me voyez-vous toujours, tout le monde? Il me semble que ça fait un sacré moment qu'il n'y a pas eu de réaction. Ensuite, j'attends des réponses. Euh, pour vrai, je me demande si vous me voyez encore. Là. Je vois qu'en direct, il y a 33 personnes, mais il n'y a vraiment aucun commentaire, aucun mouvement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Bon, j'en dis oui, OK, continue. Bon, le questionnement, le fameux questionnement qui fait partie du mensonge, comme j'ai dit tantôt, c'est la façon. Stéphanie qui dit je fatigue un peu. La façon de questionner, bon, évidemment, on est un peu formé aussi là-dessus en synergologie. Si vous voulez faire émerger la vérité lorsque vous pensez qu'il y a un mensonge, il suffit de questionner de façon concrète. Questionner afin que ce que vous voulez, c'est que le corps de l'autre personne vous parle. Vous voulez pas que ce soit juste le bal parce que il va tenter de vous endormir. Soit la personne va se taire et va en dire le moins possible, soit elle va embarquer dans le surjeu et puis donner plein d'idées qui n'ont pas rapport, soit, mais finalement, elle ne veut pas dire la vérité, mais soit son corps ne raconte pas son histoire. Ce que vous voulez, c'est faire parler le corps. Donc, vous devez un peu rentrer dans des... Puis là, la question, décris-moi ton environnement lorsque tu as fait ça, est mauvaise parce que la personne va l'écrire en 2D parce que l'environnement est toujours intérieur. Donc, il faut poser des questions plutôt du style comment tu as vécu ça, quand des questions qui concernent vraiment la personne. Comment tu as senti tel truc, des verbes un peu d'action. Puis là, la personne devrait
se mettre à gesticuler un peu plus. Ça, c'est de un, mais de deux, un questionnement simple et concret. Parce que le menteur, le manipulateur, ne veut jamais donner de concret. Petit truc. On n'embarquera pas dans les manipulateurs. Puis on m'a demandé quelques fois de faire un live sur les manipulateurs. Je ne considère pas que c'est mon expertise, donc je m'en abstiens, bien que j'ai quand même une longueur d'avance là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu affaire à plusieurs manipulateurs chroniques dans ma vie. Et je me suis rendu compte après coup. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Puis là, ben, en fait, en analyse comportementale, veux pas, je touche beaucoup à ça. Mais les manipulateurs, finalement, un des gros traits caractéristiques, c'est qu'ils vous donnent jamais de concret. Tout est toujours abstrait. Ils sont capables de s'évader, d'esquiver à peu près tout type de questions, toute situation, sans se responsabiliser. Donc, ça prend du concret. Puis le menteur, ben, nécessairement, il est manipulateur à ce moment-là, parce qu'il manipule de l'information. Donc, ça vous prend du concret. Là, évidemment, je ne peux pas vous donner les questions exactes à poser parce qu'il faut s'adapter selon la stratégie, selon l'individu et le contexte. Justement, le menteur est articulé assez souvent. Il s'en sort avec des pirouettes verbales. C'est pas avec le verbal qu'il faut aller le chercher. Il faut pas non plus prendre sa réponse toujours pour du cash. Donc, parfois, il faut creuser sans tomber dans les biais cognitifs de moi, je pense qu'il ment, je vais creuser jusqu'à temps que je trouve qu'il ment. Mais il faut quand même aller chercher à l'entour ses réponses. Ça semble un peu compliqué, puis en fait, c'est confus, c'est abstrait tout ça. Parce que là, je suis en train de vous faire un gros amalgame de concepts un peu abstraits à l'intérieur de 8 pages que je dois délivrer en dedans de 30 minutes. Donc, c'est un peu difficile, mais c'est sûr que lorsqu'on se forme et avec l'expérience, ça devient plus facile. En fait, j'ai parlé de la mise en confiance tantôt. Ça, c'est vraiment essentiel dans tout type de confrontation, de recherche de la vérité. Vous devez mettre l'autre en confiance. Donc, la confrontation n'est en aucun cas la meilleure solution. Bon, pour ceux qui ont déjà fait Synergo, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait Synergo, mes formations? Je pense que j'ai Nicolas. Nicolas me parle que j'ai pas le temps de lire. Nicolas fait Synergo. Bon, mais pour les gens qui l'ont fait, le menteur va avoir plus souvent à être lorsqu'il raconte son mensonge, à être dans son cadran émotionnel, donc à regarder vers le bas lorsqu'il parle parce qu'il est imprégné de cette expérience-là. Donc, son corps le raconte et il regarde vers le bas assez souvent. Contrairement à la personne qui invente, va être beaucoup plus souvent dans son cadran qui est cognitif. Là, arrête de me parler, je suis en live. Maintenant, bon, j'ai dit tantôt que dans la vérité, il y avait vraiment beaucoup d'affaires à faire parce qu'en fait, on n'a rien à se reprocher. On n'est pas dans un stress de performance dans la vérité, alors que le mensonge, oui, on veut pas se faire prendre. Faut faire attention aussi tantôt, j'ai parlé de la défocalisation, les gens qui regardent parfois, ou n'importe qui regarde parfois ailleurs, qui fuit votre regard, c'est souvent vécu par les introvertis. Donc, ça fait aussi partie du type de personnalité. Puis, il faut quand même garder à l'esprit que même si le menteur est en surjeu, est en participation, comme j'ai dit un peu tantôt, il y a quand même une tension musculaire là-dedans. Il y a un manque de fluidité. La personne est rigide que fluide. Donc, le menteur, finalement, il est hyper vigilant, mais ça paraît dans son corps aussi. Il est stressé. Ah, j'ai pas parlé de ça tantôt, les gestes d'anagramme. En fait, je disais tantôt, lorsque on a vécu une histoire, on la raconte avec son corps autant qu'avec sa parole, son verbe. Maintenant, la personne qui se raconte une histoire va avoir tendance non seulement à faire les gestes en 2D, mais elle va chercher les mots pour se créer un récit. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le geste d'engramme. C'est parfois les gens font ça, cherchent un mot là. Bon, ben ça, il y en a vraiment beaucoup dans le mensonge parce que la personne, en fait, ne recherche pas l'expérience qu'elle a vécue, elle recherche des mots pour coller son récit parce que là, c'est vraiment verbal plutôt que vécu. Donc, il y en a plus dans le mensonge. Ça veut pas dire que quand vous voyez ça, il y a un menteur, là, c'est pas ça du tout. Mais là, si vous voyez ça 4 fois en 10 minutes, ça fait bizarre un peu, mais bon, tout contexte confondu. Une autre chose qui est assez intéressante, mais qui est un peu que j'ai pris à part, mais que je considère quand même qui peut être perçu dans le mensonge, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si vous me posez une question et que je vous réponds oui, il y a des chances que ce soit la vérité, même si c'est pas toujours le cas. Même chose que si je vous dis oui, oui, oui,
Ça veut dire que je suis enclin à faire le truc. Si je vous dis oui, oui, donc 2 fois, on dit que lorsque c'est une parole binaire, un rythme binaire, c'est que au lieu de tertiaire. Donc 2 fois, c'est que je ne suis pas si convaincu que ça. Je me sens obligé de faire le truc. Donc lorsqu'on dit oui, oui ou non, non, on est moins convaincu que lorsqu'on dit oui ou oui, oui, oui ou non, non, non. Donc petit truc intéressant, tout simplement. Il y a moins de pages, il y a moins de pages. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pendant que je parle parce que après, on va se faire un petit question-réponse. Il reste, je vous dirais, 2 minutes max. Là. Donc, posez-moi des questions. Malheureusement, on a tous perdu les autres. Bon. Une autre stratégie à utiliser, mais là, peut-être beaucoup plus dans le contexte d'un vol à main ou d'un meurtre, par exemple, dans des contextes vraiment plus policiers, c'est comme la surcharge cognitive est importante pour le menteur, parce que c'est difficile de produire un mensonge, on peut s'amuser à lui faire relater le truc, puis ensuite lui faire relater à l'envers. Donc, lorsque la personne arrive pour relater à l'envers ce qu'elle avait déjà eu de la misère à inventer, il risque d'avoir beaucoup de problèmes pour le relater à l'envers. Chose qui est problématique en situation réelle. Moi, je l'ai déjà fait là, comme expérience. C'est difficile de relater quelque chose à l'envers, mais j'ai quelqu'un que je suis en live. Mais c'est faisable. Mais par contre, dans le mensonge, c'est vraiment, vraiment difficile de se remémorer un truc qu'on n'a même pas vécu, qui est long comme ça, de remémorer à l'envers, c'est vraiment très, très, très difficile. Donc, ça peut être là, évidemment, votre enfant qui a volé un biscuit avant le souper, vous n'allez pas lui demander de relater ça à l'envers. Il faut être un peu lucide, là, puis logique avec ça. Là. Ce n'est qu'un simple truc. Bon, une autre chose qu'on dit aussi, qu'on voit au niveau 2 Synergo, c'est que, tiens, pendant de boire, je vais boire tout de suite. Ça, c'est vraiment un item qui est visité, qui est vu au niveau 2 en Synergo, c'est qu'on appelle ça la goutte de malaise. Lorsque quelqu'un boit de façon très rapide comme ça, finalement, elle ne fait que humecter les lèvres ou reste son verre d'eau comme ça, longtemps, en regardant l'autre, sans nécessairement boire beaucoup. On appelle ça la goutte de malaise. C'est souvent un signe de malaise. Maintenant, parce que quand on a soif, finalement, on boit plusieurs gorgées. Ça finit là, tu sais. Mais c'est le moment où c'est fait, premièrement, et la façon dont c'est fait. Ce qu'on voit en classe, ce qu'on verra pas dans le live ici. Bon, maintenant, c'est un geste qui est associé au malaise, pas au mensonge. Mais vous comprendrez que le menteur est souvent mal à l'aise. Donc, il y a beaucoup de signes de malaise que je ne nomme pas ici parce que c'est trop associé au malaise, mais que les gens qui font les formations Synergo, qui viennent dans mes classes, comprendront que c'est associable aussi à certains contextes de mensonge. Bon, il y a une autre chose aussi, c'est que on observe que, bon, en synergologie, on dit qu'il y a 2 émetteurs. Un émetteur bruyant qui parle et un émetteur silencieux qui ne parle pas. J'ai fait le signe, mais il parle pas. Donc, il y en a un qui parle, émetteur bruyant, émetteur silencieux, qui parle pas. Mais on dit émetteur parce que les deux ont un langage corporel qui a un impact sur l'autre. Donc, on émet un message et on reçoit un message. Ceci dit, c'est toujours plus facile de détecter le menteur lorsqu'il ne parle pas, parce qu'on peut se fier vraiment juste à son langage corporel. Mais ça, c'est une simple observation. Bon, j'arrive à la fin parce que là, c'est justement la page que j'ai pas eu le temps de trier ce matin, là, tellement j'avais du stock. Les micros de mangeaison, j'en parlais tantôt, mais on n'en tient pas vraiment compte dans le mensonge, comme j'ai dit. Il y en a une là, qui est peut-être un peu plus associable, mais on la nommera pas. Puis en fait, c'est que les micros de mangeaison, on peut savoir avec les émotions que la cognition. Comme le mensonge est cognitif, on veut aller chercher le traitement de l'information et trouver des failles dedans s'il y en a, au lieu de trouver des failles de nature émotionnelle, ce qui serait inadéquat. J'aime bien une phrase aussi qui dit que bon, finalement, on a environ 100 milliards de neurones. Là, corrige-moi si je me trompe, Nicolas qui est encore là, je pense. Là. Le cerveau, le corps humain est composé d'environ 100 milliards de neurones. C'est un chiffre approximatif. On a une intuition
Vous savez probablement, la plupart du temps, lorsque quelqu'un vous bullshit, vous ment en pleine face. Et puis ça fait partie de l'intuition. Faut pas non plus se couper de cette intuition-là parce qu'on est formé. Donc, la phrase que j'aime, c'est que finalement, il faut pas se couper de ce que 100 milliards de neurones apportent comme intuition à l'individu. Donc, vous avez un feeling, il est souvent le bon. Pas toujours. Donc, c'est à prendre un peu en considération. Il y a le côté intuitif et le côté rationnel et c'est faire un peu un mix avec ça. C'est pour ça que moi, dans la vie, je suis très ah non, ça commence à couper vraiment. Ça me fait capoter, ça. Est-ce que d'autres personnes ont de la difficulté avec le live? Sinon, je vais malheureusement y mettre fin bientôt. Donc, j'aimerais savoir si d'autres personnes ont de la difficulté avec le live, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, je ferai mes notes. Qui achevait de toute façon. Bon, Denis qui me dit que ça va. Thierry aussi. OK, Jean-Philippe aussi. Bon, donc je continue, mais c'est de toute façon, on achève vraiment de la fin. Donc, si vous avez des questions, posez-les. C'est le temps parce que j'y mets fin dans moins de 5 minutes, je pense. Blablabla. Pardonnez-moi le tri d'informations. J'aurais dû mettre 40 heures là-dessus cette semaine. Bon, ben, je dirais, je terminerai avec les trucs concrets, avec le fait que, Mélanie qui dit c'est tolérable encore. Je le mot. Euh, fait que dans le mensonge, les gens se lavent les mains comme ça, de façon fictive, 7 à 8 fois plus souvent que lorsqu'il n'y a pas de mensonge. Premièrement, ça, c'était un signe qui est associé au malaise, le lavement de main comme ça. Pas nécessairement au mensonge, mais comme on a dit tantôt, comme le menteur est presque toujours malaisé, ça peut faire partie du mensonge régulièrement. Bon, les gens me disent que ça va, ça coupe un peu, mais pas trop, donc je continue. Mais de toute façon, j'avais fini le gros concret. Là, il va falloir que je retrouve toutes les personnes qui m'avaient écrit document pour avoir le petit document que je vous avais préparé. En fait, la page qui était la page qui est en fait le traitement d'informations que le cerveau doit gérer et doit produire comme exercice pour la production d'un mensonge. Donc, je vous avais mis ça sur une page Word pour les gens qui n'étaient pas là tantôt, peut-être. Donc, marquez-moi le document si ça vous intéresse d'avoir le format Word. C'est tout simplement une page à lire pour vous conscientiser le traitement d'informations liées à la production de mensonges. C'est très cognitif. Et tout ça, ça se passe en une fraction de seconde, voire une seconde max. Donc, là-dessus, ben, comme j'ai dit aussi au départ, premièrement, si vous avez aimé le live, likez-le, s'il vous plaît. On parle d'achat local, mais un petit like, ça coûte rien. Puis pour un entrepreneur, ça fait une grande différence. Moi, ça me fait plaisir de donner de la gratuité, vraiment. Donc, vos likes, je les apprécie beaucoup. Merci pour les documents que j'envoie aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux remémorer encore que le site web est enfin en ligne, officiellement en ligne, site web synergo.com. Très fort là-dessus. Puis, les autres choses que je voulais dire, ben, je voulais rappeler qu'on a aussi des formations. Ben là, premièrement, le déconfinement arrive bientôt. Donc, je vais recommencer à mettre des dates de formation parce que là, elles sont repoussées sans cesse. Puis, on va devoir faire un blitz, un sprint de formation à toutes les semaines pour former toutes les cohortes qui ont été reculées. Mais il reste 3 places en passant. J'ai une cohorte de niveau 1 qui est comblée en présentiel. Puis, dans une deuxième, il reste encore 3 places. Donc, si vous voulez pas que ça mène à dans 6 mois, inscrivez-vous. C'est disponible sur le site web. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site web. Encore une fois, les formations jusqu'à temps que les gyms privés ouvrent. Donc, dès l'instant où les gyms privés vont pouvoir réopérer, peu importe la façon, aussitôt que c'est officiel, le rabais de 50% des formations en présentiel ne sera plus en vigueur. Mais là, il l'est encore. Donc, ça coûte 400 $ là, présentement, si vous vous inscrivez à une formation en présentiel au lieu de 800. C'est quand même un énorme rabais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, on a les formations en ligne qui sont hébergées sur le site Institut Neuroperformance. Nicolas, pour mettre
le lien de la formation. Puis, on a aussi un aperçu sur Expertise 360 qui donne un très bon aperçu du niveau 1, à savoir si vous avez envie de vous inscrire au niveau 1. Donc, j'apposerai le lien aussi là-dedans. Sur ça, je vais lire les questions. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, je vais mettre fin au live, mais là, je vais relire les questions. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ait tout perdu les questions du live 1. Mais premièrement, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, autant dans le premier que dans le deuxième. Merci pour ceux qui se sont reconnectés au deuxième. C'est très apprécié. Parce que sans vous, il n'y a pas de live. Hein. Puis en questions, ben c'est important les questions parce que ça détermine la durée et un peu ça balise votre live. Tu sais, le live, c'est pour vous que je fais. Là. Moi, je le fais pour transmettre mes connaissances. C'est pas à moi que ça se je les ai déjà, ces connaissances-là. Donc, les questions servent à, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aborder un sujet, si vous voulez avoir une nuance en quelque part, posez-en. Donc, Hugo qui me dit as-tu menti au cours de cette vidéo? Je ne crois pas. Je peux pas affirmer hors de tout doute, mais je ne crois pas. Il faudrait que je m'écoute. Sylvie qui me demande quelqu'un qui passe son temps à dire oui, oui, non, non. Ben ça, c'est c'est un type de personnalité. Souvent, c'est la qui passe son temps, là, parce que là, c'est quand même gros comme phrase, là, qui passe son temps, ça veut dire qu'il dit ça vraiment souvent. C'est une personne qui, en fait, a tendance à avoir une faible estime de soi et se placer en dessous de l'autre la majorité du temps dans ses relations. Donc, c'est la personne qui est souvent, comment je dirais ça, qui laisse la place à l'autre, qui prend pas sa place. Donc, justement, elle va dire oui, oui, mais elle se sent obligée de dire oui. Ce qui veut dire que soit elle va le faire, soit elle ne le fera pas. Mais là, c'est un oui pour vous contenter, finalement. Donc, c'est ce type de personnalité-là. Chose qui est vue en passant au niveau 2 scénario. Merci, Sonia, du commentaire. Nicolas qui me dit, on se cache les expressions sociales. J'ai aucune idée pourquoi tu me dis ça, mon ami. Si tu veux, si tu veux élaborer, vas-y. Sinon, est-ce que j'avais d'autres questions? Bon, Nicolas qui me demandait, j'ai manqué ta question. Ben, la question, Nicolas, c'est pourrais-tu me confirmer que les individus avaient en moyenne 100 milliards de neurones dans le corps humain? Si je ne m'abuse, c'était la dernière question. Ce sera pas long. J'arrive à faire le tour. Oui, en effet, ben oui, Nicolas, tu fais bien de le mentionner. Le niveau 2 en ligne est en vue dès que le déconfinement est possible pour nous. On va tourner le niveau 2 puis il va être en ligne. Donc, pour les Européens, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui nous écoutent, qui aiment beaucoup Synergo, c'est une belle alternative pour vous. Donc, aussitôt qu'on peut, on tourne le niveau 2 et on met ça en ligne. Sur ce, j'ai plus d'autres questions. Donc, le prochain sujet du live numéro 6, qui va être la différence entre les vrais et les faux sourires. Donc, ça va être vraiment beaucoup moins long que celui-là, parce que là, celui-là était très, très, très long. Ça va être à l'opposé. Ça devrait être un truc de 15 minutes. Si vous avez des questions, des sujets de live, allez-y, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi d'avoir été là. Puis c'est ça. Là-dessus, j'y mets fin. Je trouve ça très malheureux d'avoir coupé le live en deux. Mais merci encore. On se revoit mercredi prochain à 10h, heure de Québec. 16h, pardon, heure de France. Merci à vous. Donc, j'attends les personnes qui m'auront commenté le document. Je vais vous faire parvenir le document. Merci encore. À la semaine prochaine.